En fait, j'ai fait une espèce d'enquête sociologique, mais tout en ayant une espèce de... comment dire? J'ai étudié la sociologie et puis à plusieurs reprises dans ma vie, s'est posé la question de faire une thèse. Et pour le dire très sincèrement, j'ai renoncé à le faire parce que j'avais l'impression que j'arriverais pas à apporter... j'arriverais pas à me sentir utile aux luttes auxquelles je participais par ailleurs, que je voyais trop de potes aussi qui étaient pris dans des contradictions très fortes, à essayer de faire de la recherche d'un côté, d'avoir des activités politiques de l'autre, et à trouver très difficile de réussir à faire se combiner les deux. Et que moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire avancer les luttes sur lesquelles je suis. Du coup, ça donne cette espèce de truc un peu curieux que j'ai écrit un livre en disant d'emblée que je ne faisais pas la recherche sociologique et que par ailleurs des potes chercheurs qui ont lu le bouquin m'ont dit t'es quand même un peu rigolote parce que toute ta méthodologie est clairement influencée par ton éducation dans la sociologie. Donc voilà, j'ai fait cette espèce d'enquête en allant voir différents collectifs qui ont en commun à la fois d'acter le fait que des rapports de domination les traversent et les impactent, et à la fois de chercher à agir dessus. Et en fait, je pense que là aussi ça a évolué assez rapidement, mais disons que quand j'ai commencé ma recherche, il n'y en avait pas pléthore des collectifs de ce type-là, mais par contre il y en avait sur des champs d'action assez diverses. Donc je me suis pas intéressée qu'à des collectifs féministes, j'ai rencontré des collectifs féministes, mais aussi des collectifs de personnes handicapées, des luttes de territoire, des collectifs queer qui luttent contre les frontières, mais aussi des collectifs qui luttent contre la colonisation, des collectifs qui luttent pour la justice climatique et la justice environnementale, une assez grande variété de domaines de lutte, pour le dire comme ça. Et donc à chaque fois ma question c'était concrètement comment vous faites pour à la fois agir sur les dominations qui vous traversent tout en menant des luttes à l'échelle du système. Et moi ça m'intéressait vraiment, ce qui m'intéressait vraiment c'était de voir comment on mène ces deux dimensions-là, comment on s'attache à agir sur ces deux dimensions-là au même moment. Aussi parce que j'avais l'impression de voir un biais assez fort dans les milieux que moi je fréquentais, qui existe toujours de mon point de vue, c'était que, pour le dire très vite, j'avais un peu l'impression d'avoir à la fois un pied dans des milieux qui disaient bon ok les dominations peut-être, oui c'est vrai ça serait intéressant d'en parler un petit peu, mais globalement il y a une espèce d'urgence à mener la lutte. Du coup vous voyez c'est un peu le stéréotypique de le féminisme, l'antiracisme, blabla, tout ça, ça viendra avec la révolution mais plus tard quoi. Donc il y avait d'un côté, pour le dire vite, un peu ce pôle-là, et puis de l'autre un pôle qui s'attachait fortement à travailler les rapports de domination entre nous, mais qui du coup s'y attachait tellement fortement qu'assez rapidement, l'objectif c'était plus que de construire des espaces safe et que la dimension de lutte systémique elle passait à la trappe. Et donc moi j'avais vraiment envie de un peu fuir ces deux biais-là et de voir des collectifs qui agiraient sur les deux plans. Je crois qu'un autre truc que j'ai envie de dire, c'est je l'écrivais déjà dans le livre, mais peut-être en minorant un petit peu l'importance de ce fait-là, mais l'intérêt pour des questions qui ont à voir avec l'organisation de nos communautés politiques. Pour moi, c'est un intérêt qui a beaucoup à voir avec une division genrée du travail militant. En tant que meuf dans des espaces de lutte, pendant des années, en fait, j'ai effectué un travail militant que je questionnais pas tellement, qui me saoulait à certains moments, mais dont je questionnais pas la dimension genrée. C'était un travail, j'ai beaucoup fait du travail logistique, d'organisation. J'ai beaucoup fait du travail de soins, donc je n'allais pas dans du travail de soins, mais du travail de facilitation de réunions, du travail de résolution de conflits. Et au moment de la COP21, quand je suis devenue porte-parole, tout d'un coup je me suis retrouvée à exécuter un travail qui était plutôt d'ordinaire, un travail de mecs, enfin de personnes socialisées comme des mecs, à savoir un travail de porte-parole, un travail de parole publique, d'apparition, un travail de personnes qui incarneraient une forme d'action, etc. Et c'est peut-être ça qui a occasionné aussi un déclic en moi,
mais disons que je vois bien que l'intérêt que je porte, pour le dire très vite, aux soins qu'on a les uns vis-à-vis des autres dans nos espaces de lutte, est un intérêt extrêmement marqué en termes de socialisation. Et si je le redis, c'est que, y compris depuis que mon livre est sorti et que je fais des présentations un petit peu partout, je remarque toujours la même chose, qui est que globalement, c'est plutôt des meufs ou des personnes socialisées comme meufs qui se sentent concernées par cet enjeu ou par ces questions que je soulève dans mon livre, et que plutôt les mecs seraient, on va dire très caricaturalement, assis au fond de la salle, les bras croisés, à dire ouais c'est bien, mais quand même c'est pas très politique comme sujet, quoi. Donc je tiens à dire, parce que de mon point de vue, là c'est pas du tout gagné comme bataille en fait, et qu'à plein de moments, moi j'ai envie de dire au mode vas-y lâche l'affaire, va faire autre chose, va faire de l'action, etc. Et le mec, il m'a dit occupe-toi de ça en fait, c'est ta responsabilité. Ce qui pour moi renvoie aussi à des questions récurrentes, et là pareil je ne pense pas que j'aurai le temps de les élaborer, mais qui sont à mon avis des vraies questions et qui traversent la gauche radicale sur voyez, l'opposition individuelle versus collectif, et la tentation très forte de personnes qui sont plutôt dominantes dans les espaces de lutte à dire oui mais c'est individuel, c'est pas politique, et que je remarque moi que je pense que c'est très fort dans la tradition marxiste par ailleurs, je ne sais pas si tu me rejoindras, mais et aussi très forte dans une certaine génération politique. J'ai l'impression qu'en dessous de 30 ans on a moins ces questions-là qui se posent, et qu'au-dessus de 30 ans ça revient systématiquement dans les discussions. Et que cette division entre l'individuel et le collectif, elle permet très aisément à des personnes de continuer à faire de la merde dans leurs espaces politiques et à se dédouaner, parce que c'est juste des individus. Du coup, je pense que c'est une autre question qui, pour moi, à avoir avec cette approche de division genrée du travail militant. Du coup, dans mon livre, je me suis intéressée à deux niveaux d'organisation politique, et qui renvoient un petit peu à ce que vous avez dit tous les deux. À ce dont vous avez parlé tous les deux, il y a d'un côté la question de comment on organise nos communautés politiques, qui sont aussi des communautés d'affect. Et de ce point de vue-là, j'ai beaucoup travaillé du coup sur le collectif féministe. Donc le collectif que j'ai cité précédemment, Sisters Uncut, et puis deux collectifs français, enfin en tout cas basés en France. Un premier collectif qui s'appelle LALAB, qui est un collectif qui vise à faire porter les voix des femmes musulmanes. Et puis un deuxième collectif qui s'appelle Les Dégommeuses, qui est en fait une équipe de foot trans et lesbienne. Et bon, un autre collectif aussi qui s'appelle Lesbians and Gays for the Migrants, les lesbiennes et les gays soutiennent les migrants, qui est basé en Angleterre. Et donc pour continuer sur ma lancée sur la division genrée du travail, ce que j'ai remarqué à travers cette recherche, c'est qu'en fait les collectifs qui ont peut-être pour point de départ une espèce de rupture avec la construction de la masculinité hétéronormée sont les collectifs qui ont les pratiques d'organisation les plus intéressantes de mon point de vue en termes de construire des communautés politiques dans lesquelles il est possible non pas seulement de survivre mais de vivre sur le long terme. C'est-à-dire des communautés politiques qui n'écrasent pas les personnes qui vivent des dominations multiples, des communautés politiques dans lesquelles il est possible de faire une forme d'autocritique, dans lesquelles il est possible de parler de, l'affect, ce genre de choses. J'insiste là-dessus parce que finalement j'ai fait toute cette enquête, mais vraiment sur la question de la communauté politique, et qui me tenait à cœur parce que c'était quand même de là que je partais depuis la ZAD. J'ai eu du mal à trouver des choses qui étaient vraiment intéressantes en dehors de ces espaces féministes et queer, en fait. Ce qui ne veut pas dire que je cherche à condamner les autres espaces de lutte, mais je cherche à dire qu'il y a quand même encore vachement de boulot à faire. Et dans un deuxième temps, donc une fois passé ce niveau de la communauté politique, je me suis intéressée à plutôt ce qu'on appelle c'est un terme que je déteste, mais vous allez tout de suite voir de quoi je parle quand je vais l'utiliser, c'est la convergence des luttes. Moi je déteste la convergence des luttes parce que je pense que très généralement quand on parle de convergence, on parle d'une façon très hégémonique de rassembler les luttes, et aussi sous une acceptation fortement universaliste, qui consisterait à dire que parce qu'on est d'accord, typiquement parce qu'on est anticapitaliste, on pourrait se retrouver et que ça marcherait. Dans les faits, c'est jamais comme ça. Parce que typiquement quand on fait ça, on ne pose pas la question des différences de situation, et autour d'une table il y a toujours différentes situations.
Du coup, dans mon bouquin, j'essaie de poser cette question dans des contextes spécifiques. C'est là notamment que je suis allée voir des collectifs qui luttent contre le colonialisme en leur posant la question de est-ce qu'on peut s'attaquer contre le système colonial de part et d'autre des frontières qu'il crée. Typiquement, est-ce qu'on peut trouver des alliés quand on est victime, quand on est colonisé? Est-ce qu'on peut trouver des alliés au sein de la société coloniale? Mais c'est une partie où je me suis aussi intéressée à des collectifs qui luttent pour la justice climatique et environnementale. On dirait plutôt mouvement de base, des collectifs qui sont aux États-Unis. Qui expérimentent depuis plusieurs dizaines d'années des formes de contractualisation. C'est hyper moche comme mot, mais j'ai pas trouvé mieux pour le définir. Des formes de contractualisation des relations de lutte. Autrement dit, quand on cherche à se rassembler autour d'une table, mais qu'on n'a pas ni les mêmes moyens, ni la même légitimité là-dessus dans la société, ni la même visibilité, comment on fait pour construire des relations de lutte plus égalitaires, moins dominantes, moins écrasantes? Comment on fait pour que la fameuse convergence des luttes ne finisse pas toujours par renforcer, par donner plus de pouvoir au même collectif? Je peux y aller, ok, c'est cool. Alors ça, c'est la meuf qui n'est pas chercheuse, qui n'a pas préparé son discours et qui dit est-ce que tu voulais que je parle de ça? Je sais pas s'il faut que je rentre dans du plus concret aussi parce que ça s'est pas vraiment venu jusque-là, enfin, peut-être dans votre présentation. Et aussi parce que si je rentre dans du plus concret, peut-être ça va prendre très longtemps. Du coup, j'aurais qu'à pas le faire, mais si ça vous intéresse, après on peut boire des coups et on peut discuter plus spécifiquement de quelle pratique d'organisation je veux parler. Je crois qu'en fait, autre chose qui me paraît important à dire aujourd'hui, et je sais pas très bien comment ça va sortir, du coup, si ça sort maladroitement, veuillez m'en excuser. C'est que j'ai l'impression que le rapport au savoir académique, au savoir théorique, c'est une espèce de contradiction et c'est une espèce de contrainte qui traverse toutes les luttes que moi je pratique. Et qui est apparu à plusieurs reprises dans mon bouquin, dans les entretiens que j'ai faits. Parce que, à la fois, il y a une influence claire du champ universitaire sur les luttes. Et cette influence, elle est par certains aspects positive et par d'autres, elle est vraiment néfaste. Je veux dire par là que je pense qu'à la fois, il y a une grosse difficulté à nous réapproprier des outils. Et je dis nous réapproprier parce qu'il y a cette espèce de contradiction où le savoir universitaire se construit à partir de vécus dominés ou assujettis, pour reprendre le terme que tu employais tout à l'heure, donc à partir de réalités concrètes qui sont nommées d'une façon probablement très différente, enfin c'est ça, certains en fait très différentes de celles qui vont ensuite se construire dans le champ universitaire, et que dans les milieux luttes, on a cette espèce de tendance à reprendre ce savoir depuis le champ universitaire et à l'employer tel quel, ce qui nous rend à plein de moments complètement pas accessibles et complètement excluants, alors même qu'on cherche à parler de réalités qui sont, je sais pas comment dire, mais qui sont très, très concrètes, qui sont empiriques et qui finalement peuvent se nommer de façon très simple. Et du coup, j'ai l'impression qu'on a cette espèce de difficulté et de contradiction qui nous traverse, parce que je ne veux pas dire par là que le champ universitaire ne serait pas utile, au contraire, dans des choses qui ont été dites jusque-là, ça fait écho à beaucoup de points, je pense, d'outils que j'ai utilisés dans mon travail et qui sont utilisés dans les espaces de lutte. Mais on a vraiment cette difficulté, et je pense, en vous écoutant parler, j'ai pensé à deux citations de deux autrices que j'aime beaucoup. La première, c'est Audre Lorde, qui parle de détruire la maison du maître avec les outils du maître, et je pense qu'effectivement, les outils du maître, enfin, je ne veux pas paraître insultante ou quoi, mais à plein de moments, le savoir universitaire, pour moi, il est juste tissé d'outils du maître, et comment on fait pour dépatriarcaliser, décoloniser, déclassiser, je ne sais pas si ce terme existe, les termes et les concepts qu'on emploie.
Et l'autre citation à laquelle je pensais, que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est Silvia Federici qui raconte comment, quand elle a commencé à être militante, en fait, à plein de moments, elle s'est retrouvée dans des espaces où, quand les mecs prenaient la parole, elle comprenait juste rien. Et elle dit, je comprenais rien, et puis les autres femmes autour de moi comprenaient rien non plus. Et du coup, je me suis rendu compte à quel point ça faisait violence de faire des discours qui n'étaient pas compréhensibles. Et y compris en tant que chercheuse, j'ai vraiment à cœur d'essayer de parler d'une façon qui puisse être comprise par tout le monde. Bon, la personne qui dit ça a par ailleurs écrit un pavé de 800 pages qui s'appelle Caliban et la sorcière, et je ne suis pas persuadée que tout le monde peut le lire. Mais enfin, je trouve quand même que la démarche et que la conscience, cette espèce d'enjeu-là me touche. Tout ça pour dire que je crois que j'avais un peu envie de vous dire, puisque je pense que là vous êtes beaucoup à faire de la recherche, j'avais envie de vous dire cette espèce de jeu. Encore une fois, je ne voudrais pas dire maladroitement, mais il y a vraiment un enjeu à faire en sorte que les outils que vous construisez soient accessibles pour les luttes. Et moi, à plein de moments, je me pose la question de est-ce que la recherche peut servir à la révolution ? Et franchement, à plein de moments, aujourd'hui, c'est pas le cas. Et pourtant, je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à rentrer, à faire de la recherche parce que c'est ça qui vous anime. Et du coup, je ne sais pas comment il faut faire, mais j'ai l'impression qu'il y a un enjeu fort à penser les ponts et à penser aussi la transmission des outils que vous construisez pour les luttes. Voilà, je m'arrête ici.